Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un acteur qui m'a inspiré quand j'étais gamin et qui m'inspire encore aujourd'hui en tant qu'acteur. Parce que moi, je pense qu'il faut s'inspirer des acteurs qui sont meilleurs que soi quand on est un acteur soi-même. Et ça, toute sa vie, il faut apprendre. Je veux bien sûr parler, il est dans le titre de la vidéo, de monsieur Robert De Niro. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est simple, c'est un clic, c'est gratuit. Ouais, je le dirai à chaque fois, c'est gratuit. N'hésitez pas également à commenter les vidéos, les anciennes vidéos, celle-là, à liker, à partager la vidéo. Alors Robert De Niro, inutile de vous le présenter. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à retourner dans votre cave, ouais, clairement. Robert De Niro qui pour moi est l'un des meilleurs acteurs de l'histoire, clairement, au même titre que Al Pacino, Jack Nicholson, ou alors Daniel Day-Lewis, ou Joaquin Phoenix, voire Christian Bale, pour parler des plus récents. Alors c'est vrai qu'on peut dire que Robert De Niro, ces 10-15 dernières années, il s'est un peu fourvoyé dans des projets, on va dire, assez faciles pour lui. C'est vrai qu'il a fait un grand nombre de films qui sont vraiment pas jojo. Mais des fois, il y a quand même quelques pépites qui pointent le bout de leur nez. Je veux par exemple parler de Killer of the Flower Moon de son ami Scorsese. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Il vole clairement chaque plan. Mais moi, je voudrais vous parler du Robert De Niro d'avant, à travers 5 films qui sont pour moi les plus représentatifs de sa palette de jeux qui est énorme. Car non, Robert De Niro n'a pas toujours interprété des mafieux au cinéma. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on y réfléchit bien, le nombre de mafieux qu'il a interprété, il n'est pas énorme. Il y a Le Parrain, deuxième partie, Casino, Les Affranchis, je mets à part les 2 Mafia Blues, éventuellement on peut dire The Irishman, et vous voyez, j'en suis à 4, et je pense que j'en ai peut-être oublié, je sais pas, 3-4, mais on est vraiment à pas beaucoup de films où il a interprété un mafieux, et ça c'est une fausse image qu'il a Robert De Niro. On dit toujours, ouais, De Niro, ouais, le mafieux, non, en fait cette image, elle vient du fait que les films dans lesquels il a interprété des mafieux sont tellement puissants qu'on ne pense qu'il a fait que ça, mais c'est faux, et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le cœur de la vidéo, je tiens à vous dire que je ne parlerai pas de politique. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est l'acteur De Niro, c'est son travail. Je sais qu'on parle plus souvent en ce moment de De Niro qui est contre le président Trump et ses prises de position politiques. Ça le regarde, c'est très bien. J'ai un avis là-dessus, je ne vous le donnerai pas. Ici, on ne parlera que de son travail parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors, je vais pas faire toute la biographie de Robert De Niro, je vais simplement vous recontextualiser un peu l'origine de son jeu. Robert De Niro est un acteur qui est un adepte de ce que l'on appelle la méthode. Alors, qu'est-ce que la méthode? La méthode, c'est issu de l'acteur studio, le fameux célèbre acteur studio. Alors, globalement, à l'acteur studio, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a 2 courants de pensée, 2 façons de concevoir le métier d'acteur. Il y a l'école Lee Strasberg et il y a l'école Stella Adler. Alors Lee Strasberg, c'était plutôt Al Pacino, et Stella Adler, c'était plutôt De Niro. Quelle est la différence d'apprentissage du métier d'acteur entre ces 2 écoles? C'est très simple. Lee Strasberg partait du principe qu'un acteur doit partir de ses propres névroses, de son propre passé, de son propre présent, éventuellement de son propre futur, de sa propre vie, pour aller vers un personnage et de donner vie au personnage avec ses propres névroses. Alors que Stella Adler, qui était la prof de Niro, elle, c'était le cheminement inverse. C'est-à-dire, on partait d'un personnage, on construisait un personnage fictif qui n'existait pas, mais avec son passé, son présent, son avenir, et on faisait rentrer le personnage à l'intérieur de soi pour pouvoir l'interpréter ensuite. Alors au final, ce sont 2 méthodes d'apprentissage qui sont complètement différentes, mais qui se rejoignent paradoxalement pour arriver à ce que l'on appelle l'incarnation. Car oui, pour moi, Robert De Niro ne joue pas, il l'incarne. Alors, encore une fois, je parle du Robert De Niro d'avant. Aujourd'hui, il a un peu laissé tomber l'affaire, il joue. Quoique, dans Killer of the Flower Moon, il est pas trop dans le jeu, il est plutôt dans l'incarnation. Alors, quelle est la différence entre jouer et incarner? C'est la même différence qu'entre être et paraître. 95% des acteurs de la planète qui sont très bons jouent. C'est-à-dire qu'ils paraissent le personnage, ils ne le sont pas. 5% des acteurs incarnent un personnage. Ils respirent comme le personnage, ils regardent comme le personnage, ils pensent comme le personnage. Ils sont constamment le personnage avant le tournage, pendant le tournage et même après le tournage. Petit exemple, Panic at Needle Park de Jerry Schatzberg avec Al Pacino. C'est le premier film où Al Pacino a le rôle principal. Il jouait le rôle d'un toxico, Al Pacino, ok. Et avant le tournage, il a traîné avec des toxicos pendant je sais pas combien de temps. Il a tourné le film et plein de gens l'ont vu après le tournage, plusieurs mois, toujours traîner avec ces toxicos parce qu'il était un toxico. Alors, il se shootait peut-être pas aussi durement que les toxicos qu'il côtoyait, mais il était tox. C'est une immersion totale dans le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Et De Niro est exactement comme ça. Par exemple, j'ai lu une interview de Jodie Foster récente qui disait que quand elle a rencontré De Niro la première fois pour Taxi Driver, il a voulu la voir avant le tournage. Pour rappel, Jodie Foster était très jeune dans le film. Elle était carrément mineure, je crois qu'elle avait 13 ou 14 ans, je sais plus. Donc De Niro lui donne rendez-vous dans un café pour faire connaissance avec elle. Et elle raconte dans cette interview qu'en fait,
Elle avait pas Robert De Niro en face. Elle avait Travis Bickle, le personnage qu'il interprète dans Taxi Driver. Elle disait, il parlait comme Travis Bickle, il agissait comme lui, il me regardait comme lui, les gestes étaient comme lui. Il avait passé sa licence de taxi bien avant le tournage pour vraiment avoir les mêmes gestes que les chauffeurs de taxi. Tout ça pour vous dire que De Niro, et c'est très connu, il vit le personnage comme s'il était le personnage. Et c'est donc la différence entre l'être et le paraître. De Niro, il l'est, il incarne, il respire, il pense, il parle comme le personnage. Ça ne veut pas dire que les autres acteurs qui jouent sont mauvais, au contraire, ils sont même très très bons. Personnellement, je n'ai jamais réussi encore à incarner, à être un personnage, que ce soit sur scène, à la télé ou au cinéma. Non, j'ai toujours joué. Et je pense que c'est réservé à une élite psychologique et physique, à un type d'acteurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Et pour moi, Robert De Niro, il est vraiment au-dessus du lot. C'est tellement la quintessence même du jeu, ces mecs-là. Enfin, c'est lunaire, c'est lunaire. Au niveau féminin, on a la même chose avec, par exemple, Meryl Streep, qui est pour moi une actrice absolument hors du commun. Elle incarne. Elle ne joue pas, elle l'incarne. Et donc, après cette petite introduction concernant la méthode d'acting de Robert De Niro, je vais vous parler de 5 films qui, pour moi, comme je l'ai dit en intro, sont la quintessence du jeu de Robert De Niro. 5 films que j'ai choisis volontairement complètement différents pour vous montrer à quel point la palette de De Niro est absolument incroyable et qu'il faut s'en inspirer quand on est un jeune acteur. Alors attention, les films ne sont pas dans l'ordre de mes préférences. Je les balance comme ça, comme ils me viennent, il n'y a pas forcément d'ordre. Et on commence tout de suite par le premier film, à savoir Le Parrain, deuxième partie. Le Parrain, deuxième partie, chef-d'œuvre du cinéma, réalisé par Francis Ford Coppola. Alors pour moi, il est clairement meilleur que le premier, et c'est très rare dans des sagas d'avoir le 2 meilleur que le 1, mais je vous assure que le 2 est meilleur que le premier, ne serait-ce que par le montage, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a en parallèle la chute de Michael Corleone, interprété par Al Pacino, et la montée en puissance dans le passé du jeune Vito Corleone, interprété par donc Robert De Niro. Et ce montage en parallèle, c'est juste du génie. Donc dans ce film, Robert De Niro interprète le rôle tenu par Marlon Brando dans le premier Parrain, à savoir Don Vito Corleone, mais il l'interprète jeune. Et là où je trouve que De Niro, il est absolument hallucinant, il est juste dingue, il est juste dingue ce mec dans ce film, c'est qu'il incarne non seulement la jeunesse d'un personnage fictif, Don Vito Corleone, mais également il incarne un acteur vivant, Marlon Brando, jeune. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le génie du mec, c'est-à-dire que on pourrait croire, quand on voit Le Parrain deuxième partie, que Marlon Brando, jeune, physiquement, ça pouvait être De Niro. Tellement il a chopé les mimiques de Marlon Brando dans Le Parrain, les regards, la façon de bouger sa bouche, la façon de se mouvoir, la façon de bouger ses mains, la voix, le son de sa voix. Écoutez bien le son de sa voix, regardez-le en VO évidemment. C'est du grand n'importe quoi. On a l'impression que c'est Marlon Brando qui parle jeune. Mais pas Marlon Brando qui parle jeune quand il était jeune. Non, Marlon Brando qui parle jeune quand il incarne Vito Corleone vieux. Enfin, vous voyez un peu, c'est un peu schizophrénique tout ça, mais c'est juste du génie. J'ai rien compris. Et d'ailleurs, le métier l'a bien vu, il a eu pour ce rôle-là l'Oscar du meilleur second rôle, ça me paraissait juste évident. Je vous conseille de voir ce film si vous n'avez pas vu ce film. Inspirez-vous vraiment de ses silences, de ses regards, parce que c'est ça aussi De Niro. De Niro, pour moi, il incarne tellement de choses sans rien dire. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait passer énormément d'émotions juste par le regard, juste par un pincement de lèvres, juste par un petit sourire, un rictus, une crispation du visage, ou simplement son corps qui se raidit ou qui se développe. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, il n'est pas tout seul à faire ça, d'accord, mais vraiment, c'est un truc de malade. Deuxième film que je vous conseille avec Robert De Niro, une comédie, La Valse des Pantins, The King of Comedy, réalisée par Martin Scorsese. Alors, La Valse des Pantins, c'est un de mes films préférés de Robert De Niro, mais vraiment, il est vraiment dans mon top 3 de toute la carrière de Niro. Si vous voulez, La Valse des Pantins, c'est un peu le pendant comique de Taxi Driver. Alors De Niro dans ce film incarne le personnage de Rupert Pupkin qui rêve de devenir une star de la télé à travers le stand-up, à travers des sketchs, à travers l'humour. Le problème, c'est qu'il a, on va dire, pas beaucoup de talent. Il s'est aménagé un studio dans le sous-sol de la maison de sa mère parce qu'il vit chez sa mère. Dans le sous-sol, c'est un studio télé où il fait semblant de parler à Jerry Lewis qui, lui, incarne le rôle d'un présentateur vedette d'émissions télé à New York. On a tout ce côté schizophrène du personnage complètement taré parce qu'en fait il parle à personne. Il a juste une espèce de maquette de Jerry Lewis et il lui parle comme ça. Et le film commence comme ça et il lui parle. Et il fait comme si l'autre il lui posait des questions et il parle comme ça et tout. L'idée c'est que Rupert Pupkin, n'arrivant pas à devenir une star, va kidnapper Jerry Lewis dont il est absolument fan avec l'aide d'une collègue à lui. Et il va lui dire, clairement il va lui faire du chantage. Il va lui dire voilà, soit je passe dans ton émission, soit on te bute. Clairement. Et donc du coup il passe dans l'émission de Jerry Lewis. Il fait son sketch qui est drôle,
pas drôle, parce qu'on sait pas, en fait, la frontière entre la réalité et la fiction, à la fin, on ne sait pas vraiment s'il passe dans l'émission parce qu'il se fait arrêter, etc. Enfin bref, je vous laisserai découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. Et donc, De Niro dans ce film, il est juste, encore une fois, hallucinant. Il a une petite moustache comme ça, une coupe de cheveux avec une raie sur le côté. Et donc c'est une comédie, mais c'est une comédie noire quand même, parce qu'on a affaire à un gros cinglé. Et par exemple, je vous parlais des silences de De Niro, et ben dans ce film, il est extrêmement volubile, il parle beaucoup. Et il y a donc une séquence dans ce film qui est vraiment à mourir de rire, et c'est une séquence qui est assez connue, pour ceux qui connaissent le film, quand il va dans l'immeuble où travaille Jerry Lewis et il veut rencontrer Jerry Lewis et il n'a pas rendez-vous. Du coup, il se heurte à la secrétaire qui lui demande son nom et elle lui dit mais donc vous avez rendez-vous? Oui oui. Et c'est quoi votre nom? Rupert Pupkin. Mr. Popnik? Non. Popkin. Ok, Mr. Poopkin. Non, Popkin. Et ça dure des plombes. À chaque fois, elle écorche son nom et lui, tu sens qu'il veut péter un plomb. Et c'est là toute la force de Niro. Regardez bien cette séquence parce que c'est du nectar. On sent vraiment dans son regard qu'il a envie de péter un plomb, mais il sourit. Il a toujours un petit rictus comme ça et il continue à être gentil avec la standardiste. Et à chaque fois qu'elle écorche son nom, lui, il le redit d'une manière correcte et il ne s'énerve jamais. Et elle lui dit, bah non, mais vous n'avez pas rendez-vous. Très bien, bah écoutez, je vais attendre ici, puis je vais l'attendre. Mais monsieur, vous n'avez pas rendez-vous. D'accord, je vais l'attendre. Et il reste super calme et tu sens que ça bouillonne en lui. Et c'est là toute la force de Niro, c'est que ce personnage qui est comique de base, tu sens qu'en lui, il a une grosse violence. Et à un moment donné, il sourit pas, il est comme ça et il attend. Et il décide d'aller dans les couloirs. Et il y a toute une séquence assez drôle où il se fait courser par les agents de la sécurité, etc. Et il se fait virer de l'immeuble. Enfin, vous verrez le film. La valse des pantins, The King of Comedy en VO, réalisé par Martin Scorsese. C'est un pur nectar. Troisième film que je vous conseille dans la carrière de Niro, Cape Fear, Les nerfs à vif en français, réalisé encore une fois par Martin Scorsese. De Niro, dans ce film, il incarne le psychopathe Max Cady. Alors pourquoi ce film est intéressant à voir quand on est un jeune acteur? Alors c'est pas un film exemple de défaut. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Waouh, il y a des trucs qui ont mal vieilli, etc. Mais il faut vraiment le voir pour De Niro. Pourquoi je vous le conseille ce film? C'est parce qu'en fait, De Niro dans ce film, il opère une transformation physique hallucinante. Le film date de 91, il a à peu près 50 ans De Niro, je crois, dans ce film. Il s'est taillé des espèces de tablettes de chocolat. Il a laissé pousser ses cheveux comme ça qu'il met en arrière avec du gel. Il a une mâchoire d'acier, il est rasé de près. Il a des biceps comme ça, il a des tatouages partout. Et dans ce film, il y a un truc qui est assez particulier, c'est un des films où il porte les tenues les plus extravagantes que j'ai pu voir dans la carrière de Niro, enfin en tout cas de mémoire. Il porte des chemises à fleurs hawaïennes, des casquettes de marin, enfin, il s'est créé un personnage complètement dingue, qui est également complètement dingue intérieurement. Et il avait été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, bon, il l'avait pas eu. Alors, Les nerfs à vif, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire de Max Cady, qui est un mec qui sort de prison et qui veut se venger de l'avocat qui l'avait mal défendu à l'époque et qui l'avait envoyé en prison. Il veut se venger de cet avocat-là, interprété par Nick Nolte, et il va pourrir toute la vie de l'avocat en pourrissant toute sa famille, sa vie, enfin, il va vraiment le harceler, mais il va jamais franchir la ligne pour se faire arrêter. Et du coup, c'est là où le film est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il va jamais commettre de méfaits directs en lien avec l'avocat, parce qu'il a aussi des casseroles sur l'avocat, donc du coup Nick Nolte, il est un peu le cul entre deux chaises, il sait pas comment l'arrêter. Et donc De Niro dans le film, il va s'attaquer donc à toute la famille de Nick Nolte, à sa femme et également à sa fille, interprétée par la jeune Juliette Lewis. J'avais oublié son prénom. Et donc dans ce film, il y a des séquences qui sont juste glaçantes. Et quand je vous parlais des silences de Robert De Niro, il y a une séquence dans le film à un moment donné avec Juliette Lewis où il joue le rôle du prof de théâtre de Juliette Lewis. Et ils sont dans un amphithéâtre et elle croit aller à un stage avec son prof de théâtre. Et en fait, c'est pas son prof de théâtre, c'est Max Cady, De Niro qui arrive comme ça. Mais elle l'a jamais vu, donc elle croit que c'est son prof de théâtre. Et faut voir cette séquence, elle est glaciale. De Niro, il est mais flippant, mais un truc de malade. Alors c'est bien filmé par Scorsese, c'est excellemment bien éclairé, mais il est vraiment extrêmement flippant dans les silences. Quand il regarde Juliette Lewis, à un moment donné, il passe son doigt comme ça et il lui met, je crois, c'est le pouce comme ça et il lui met le pouce dans la bouche et Juliette Lewis suce le pouce comme ça. C'est très malsain, c'est très malsain et lui, il dit rien. Les seuls mots qu'il dit, c'est une petite voix comme ça, il dit un petit truc comme ça. Et elle est là et elle comprend que c'est lui qui harcèle sa famille et il dit mais non, c'est pas... C'est fou. Et là, encore une fois, il incarne. Il ne joue pas. C'est pas du jeu. Il incarne. Les nerfs à vif, Cape Fear, Martin Scorsese. Je vous conseille vraiment ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Quatrième film de De Niro que je vous conseille, Heat de Michael Mann, réalisé en 1995. Heat, c'est clairement mon film préféré de toute l'histoire du cinéma. Je le regarde à peu près 2 fois par an et je ne me lasse jamais de Heat. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre du cinéma. Alors je sais, il y a énormément de chefs-d'œuvre dans le cinéma, il n'y a aucun problème. Mais Heat, je ne sais pas pourquoi, dans ce film, pour moi, il y a
tout. C'est un film d'action, j'ai une préférence pour les films d'action. C'est également des histoires d'amour entre Al Pacino et sa nana et entre De Niro et sa nana. Oui, parce que c'est Al Pacino aussi, hein, l'antagoniste. Oui, alors je vous ai pas fait le résumé de Heat, mais je crois que tout le monde l'a vu. Et si vous l'avez pas vu, bah, j'ai envie de vous dire, sortez la tête de votre poubelle. Vous avez la référence de ça? Dites-le moi dans les commentaires. Dans quel film il y a cette réplique? Si vous arrivez à trouver le film dans lequel il y a cette réplique, je vous offre toute ma gratitude. Pourquoi j'ai choisi Heat pour parler du jeu de De Niro? Tout simplement parce que De Niro, dans ce film, encore une fois, il incarne, je sais, je me répète, mais il incarne Neil McCauley. Il ne joue pas. Et Pacino en face, il ne joue pas, il incarne. Je ne vois pas Pacino et De Niro, je vois Vincent Hanna et Neil McCauley. Et évidemment, tout le reste du casting est absolument hallucinant, que ce soit Tom Sizemore, que ce soit Val Kilmer, que ce soit Danny Trejo, tous les autres. Vraiment, tous les autres sont absolument géniaux. Donc, regardez ce film pour De Niro et Pacino. Pacino, le volcan qui est prêt à exploser, cocaïnomane dans le film, on ne le voit pas. Au début, normalement, introduction du personnage d'Al Pacino, il était en train de sniffer de la coke. Ils l'ont sauté au montage parce que c'était un peu trop choquant. Mais le personnage de Pacino dans le film est cocaïnomane. C'est pour ça qu'il pète des câbles tout le temps. Face à un De Niro hyper calme, hyper tranquille, la tête légèrement penchée comme ça, le regard fuyant, comme si il devait à chaque fois vérifier s'il y avait une porte de sortie, si jamais les flics arrivaient sur lui. Regardez bien De Niro dans ce film. Il a le regard toujours fuyant. Quand il parle à quelqu'un, quand il a une scène avec un acteur, il est toujours comme ça. Il regarde l'acteur, mais il fait ça. Il regarde comme ça. Il regarde toujours sur les côtés. C'est un peu un truc récurrent qu'il a dans beaucoup de ses films, mais dans celui-là, c'est quand même vraiment particulier, ça fait vraiment partie du personnage. Et bien évidemment, la séquence du film, celle que tout le monde connaît, la confrontation entre Al Pacino et Robert De Niro dans le bar. On ne les voit jamais ensemble à l'écran. C'est un chant et un contre-chant, très simple, car ce sont deux personnages qui vivent dans le même monde, mais qui vivent dans deux mondes différents. Et ils ne se rencontreront plus jamais. C'est exactement le texte, hein, c'est ce qu'il dit, et peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Alors là, c'est De Niro qui parle à Pacino, puisque c'était une rencontre unique, puisque dans Le Parrain, deuxième partie, ils n'avaient jamais joué ensemble. Ils vont rejouer bien évidemment ensemble par la suite, hein, dans le nullissime Righteous Kill. Je sais pas si vous avez vu ce film de merde. La loi et l'ordre en français. Quel daube, quel gâchis. Voilà, on oublie ce film. Et bien sûr, ils vont rejouer dans The Irishman, qui était quand même pas trop mal, hein, long mais pas trop mal. Mais dans Heat, voilà, ils sont face à face, c'est la séquence et là vous pouvez avoir toute la quintessence du jeu de De Niro face à Al Pacino et la quintessence du jeu de Pacino face à De Niro. C'est une séquence qui, à mon sens, devrait être enseignée dans les écoles de théâtre. Malheureusement, dans les écoles de théâtre, on fait toujours du Molière, du Feydeau, du gna gna. Alors c'est très bien Molière, Feydeau, machin, gna gna gna. Mais putain, il y a tout dans cette séquence. Il y a tout dans cette séquence, il y a tout. Faites bosser ça à vos élèves. Les profs de théâtre, il y a des profs de théâtre qui me regardent. Faites bosser ça à vos élèves. C'est la quintessence du jeu. Je ne comprends pas qu'on fasse pas bosser ça. Pourquoi? Parce que c'est américain, c'est Hollywood, c'est machin. Non! La quintessence du jeu, du texte, du rythme, des césures, des ruptures, des regards, des respirations. Ils bougent pas leur corps. Tu sens qu'Al Pacino, il bouillonne. Et il se dit, putain, je vais l'arrêter. Et puis tu sens que De Niro, il est comme ça. Vas-y, tu crois que tu vas m'arrêter? Mais hop, je regarde à gauche, je regarde à droite. Bon, tu veux quoi? Tu veux ci, tu veux mi. Heat, réalisé par Michael Mann avec De Niro et Al Pacino. Si vous n'avez jamais vu ce film, regardez Camping Paradis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Et enfin, dernier film de la carrière de De Niro que je vous conseille de voir, que je trouve absolument exceptionnel, mais qui est un film que personne n'a vu. C'est une comédie romantique. C'est une histoire d'amour et ce film s'appelle Falling in Love, réalisé par Ulu Grosbar ou Ulu Grosbar, je ne sais pas si on prononce le S, avec en face de Robert De Niro, l'excellentissime, j'en parlais un petit peu avant, Meryl Streep. Falling in Love, tout est dans le titre, tomber amoureux. L'histoire est très simple. Robert De Niro, il a une famille, une femme, un enfant. Il travaille à New York, il vit en banlieue new-yorkaise et tous les matins, il prend le train pour aller à son travail. Il est contremaître, je crois, enfin il travaille sur les chantiers. Et Meryl Streep, qui est aussi mariée à un homme qui est plus aisé, mais qui n'a pas d'enfant, qui elle aussi prend le train tous les matins pour aller travailler à New York. Et tous les deux, ils prennent le train le matin et puis voilà, ils se connaissent pas quoi. Et puis un jour, ils vont se regarder et là, Falling in Love, ils vont tomber amoureux pour la première fois de leur vie. Falling in Love, c'est l'histoire de quinquagénaires qui vont tomber amoureux pour la première fois de leur vie, alors qu'ils ont chacun déjà une famille. C'est un film absolument unique dans la carrière de De Niro. C'est un film absolument magnifique. J'aime bien, moi, les histoires d'amour au cinéma, mais quand c'est pas putassier, quand c'est bien fait. Et là, ce film, il est pas du tout putassier. En fait, c'est ça qui est génial dans ce film. Il ne se passe rien, mais on ressent tout. Et ils savent que c'est une histoire d'amour impossible. Ils le savent, puisqu'ils ont chacun une famille. Et en même temps, c'est possible et c'est impossible.
Il faut vraiment vous voyez ce film. C'est un film qui se ressent, qui ne se raconte pas. Et donc, pour en revenir à l'interprétation de De Niro dedans, il est mais absolument bouleversant. Il est vraiment d'un calme olympien. Encore une fois, il incarne, il ne joue pas. Il tombe vraiment amoureux de Meryl Streep. Et Meryl Streep tombe vraiment amoureuse de Niro. Ce sont deux acteurs qui sont, encore une fois, dans la quintessence de leur jeu. Encore une fois, tout passe par les regards, les petits sourires, les petits rectus, quand ils sont ensemble, quand ils s'enlacent, etc. En tous les cas, je vous conseille ce film. Falling in Love de Ulu Grosbard. Si vous voulez voir un film romantique avec De Niro, mais pas putassier, vraiment quelque chose de... Je sais pas comment vous dire, moi ça me met le sourire et ça me fait chialer à chaque fois. Ce film il est génial et c'est incroyable parce que c'est un film que personne ne connaît. Robert De Niro pour moi qui est la quintessence de l'acting parmi tant d'autres. C'est un acteur que je regarde régulièrement, j'essaie de voir tous ses films, même les films les plus pourris. Je l'ai vu dernièrement dans le dernier film de Barry Levinson, je me souviens plus le titre, où il joue deux rôles. Il joue le rôle de deux mafieux. Je l'ai trouvé génial. Le film est pas mal, mais lui dedans il est génial. Et attention, je suis objectif avec De Niro. C'est-à-dire que je ne trouve pas que tout ce qu'il fait est génial. Par exemple, vous prenez Mon beau-père et moi. J'ai beaucoup de mal avec la trilogie. En plus là ils sont en train d'en faire un quatrième ou ils l'ont fait, enfin il va sortir le quatrième. Ouais, voilà, Meet the Focker, non, autant j'adore Ben Stiller aussi dans un autre registre, mais là j'ai du mal. Les tours comme ça, non, je peux pas. Ce genre de film là je peux pas. Donc je dis pas oui à tout De Niro. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir les 5 films dont je vous ai parlé si vous ne les connaissez pas. Bon, je pense que dans les 5 films, hein, Le Parrain 2, Les Nerfs à vif et Hit, ces trois-là, je pense que tout le monde les a vus. La Valse des Pantins, King of Comedy, c'est un peu plus underground, même si ça reste connu. Et alors Falling in Love, là, personne ne connaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, c'est très important pour faire tourner le petit robot YouTube. N'hésitez pas également à la liker, voilà, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!